Bonsoir messieurs, dames, nous revoici, nous voilà, pour une conférence en astronomie, donc avec Terre des Sciences, avec Curiosity Geo, Et ciel d'Anjou. et aussi l'ESCA qui est partenaire avec nous, et également le LPG, le Laboratoire de Planétologie et de Géosciences de Nantes. Et nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de la mission Gaïa. Donc on va parler ingénierie, mais toujours, bien sûr, de manière vulgarisée. Donc la mission du satellite Gaïa est toujours en cours, une mission consacrée à l'astrométrie, une branche de l'astronomie dont les origines remontent à l'Antiquité et se consacre à la mesure de la position et du mouvement des astres. Donc ce soir, nous accueillons Frédéric Paillet, ici présent, et il est ingénieur des traitements des données du satellite Gaïa au CNES. Et avec Frédéric, on va découvrir un petit peu plus ce qu'est ce satellite, le fonctionnement du traitement des données et de ses catalogues, qui parvient également au résultat final, les difficultés de ces traitements des données, et puis quelques petites découvertes, enfin petites, je minimise un peu, Frédéric, les découvertes scientifiques que les catalogues ont rendues possibles. Belle soirée à vous. Frédéric, à vous. Oui, merci. Bonsoir à tous. Alors, première chose, je suis à distance, donc je suis désolé de ne pas pouvoir être présent. C'est pour des raisons d'occupation personnelle et aussi, bien sûr, pour des raisons de bilan carbone. Donc voilà. Mais c'est quand même une bonne chose qu'on puisse faire ça et que je puisse quand même vous présenter ce projet sur lequel je travaille depuis maintenant 7 ans. Voilà. Une petite introduction rapide. Je m'appelle donc Frédéric Paillet. Je suis ingénieur au CNES depuis l'an 2000. Donc ça commence à faire. J'ai travaillé dans divers domaines, donc dont l'informatique un peu pure, informatique pure, réseau, etc. J'ai ensuite travaillé dans le domaine de la mécanique spatiale. Alors nous on appelle mécanique spatiale tout ce qui concerne les calculs d'orbite, les calculs de manœuvre de satellites. Et là, j'étais sur le projet ATV, qui est un véhicule de l'ESA qui allait ravitailler la Station spatiale internationale. Ensuite, j'ai basculé sur un autre type de projet, c'est le projet Gaïa, du coup, puisque depuis tout petit, je suis passionné d'astronomie, donc c'était un moyen de rendre l'utile et l'agréable, de rejoindre l'utile et l'agréable, puisque ce projet nous met en contact avec des astronomes professionnels à longueur de journée. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, et je précise aussi que, deux petits mots aussi sur le CNES, parce que c'est important de décrire le CNES. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, qui est un organisme français qui est financé par l'État, c'est par un peu tout le monde. Et au CNES, il y a environ 2500 personnes réparties sur 4 sites, 2 à Paris, dans le siège et un site qui s'occupe plutôt des lanceurs. Les lanceurs, c'est notre terme pour dire fusée. Le centre de lancement des satellites, que vous connaissez peut-être puisqu'il est à Kourou, pour profiter de la position géographique idéale de Kourou, quasiment sur l'équateur. Et puis le 4e centre, qui est le centre le plus important en nombre de personnes, qui est le centre spatial de Toulouse, donc là où je travaille, et qui regroupe évidemment tout le reste, donc tous les aspects techniques des choses, les centres de mission, les centres de contrôle, voilà, toutes les études, bon, plein de choses. Voilà, on est environ 1800 personnes sur le site de Toulouse. Voilà, grosso modo, quelques mots sur le CNES. Si vous avez d'autres questions à la fin sur le CNES, aucun problème évidemment. Voilà, donc je vais commencer par partager ma présentation. Et ensuite, on va directement... non, c'est pas bon. Si. Est-ce que vous voyez mes planches? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? Là, pour l'instant, je vois surtout... On voit bien, Frédéric. Ouais, on voit tout l'écran ou bien le... Là, maintenant, c'est vous qu'on voit. Ouais, ok, alors je recommence. Je me mets en mode diaporama, voilà. Bon, c'est pareil, en fait. C'est parfait, on voit bien. Ok. Voilà, donc la mission Gaïa. Les planches que je vais vous présenter sont des planches type. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à la fin à poser des questions. Ce sont des planches qu'on utilise couramment à la fois pour les présentations internes
du projet Gaïa pour des raisons de formation ou autres, d'échange entre d'autres projets, des visites aussi, parce qu'on a beaucoup de visites au CNES en permanence. Et puis pour les présentations externes, donc exactement dans le cadre qui est celui d'aujourd'hui. Voilà, la présentation va se dérouler en 5 parties. La première partie, c'est la mission. Donc, je vais d'abord décrire quels sont les objectifs en fait de Gaïa. Tout simplement parce que c'était ce qui était au départ et des objectifs qu'on a quasiment remplis. Ensuite, le satellite. Le satellite, c'est un peu la partie CNES de l'histoire. Comment on répond à une mission avec une mission spatiale. Donc, c'est principalement avec un satellite. Mais pas seulement, puisque la troisième partie, ce sont les traitements de données que je vais vous décrire. Les traitements de données, je donnerai un exemple juste au départ pour vous montrer à quel point le traitement de données est quelque chose d'important sur Gaïa, puisque c'est l'essence même du projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données que nous envoie le satellite et qu'on a traitées? On en fait des catalogues. Les catalogues, ce sont des publications officielles de Gaïa que tout un chacun peut aller consulter. C'est consultable sur Internet. Vous pouvez faire des interrogations dessus sans problème. Et donc, ces catalogues sont mis à disposition de scientifiques qui, évidemment, les exploitent le plus possible avec toutes leurs incroyables idées et on publie ensuite les résultats sous forme de papier scientifique classique. Donc, je donnerai quelques exemples un petit peu sympas et un petit peu visuels de ce qu'on peut faire avec les données Gaïa. Voilà, donc la mission. Les objectifs de Gaïa. Alors, on entend souvent parler de Gaïa comme le satellite qui cartographie 1 milliard d'étoiles en 3D. Alors, on va tout de suite un petit peu relativiser ça. Pour ceux qui connaissent à peu près la taille de notre Voie lactée, la galaxie, c'est pas 1 milliard d'étoiles, clairement, c'est beaucoup plus. On estime ça à peu près 200-250 milliards d'étoiles. Vous voyez que 1 milliard, ça reste beaucoup, mais on essaie de rester modeste. Donc c'est moins de 1% de la Voie lactée. Mais quand même, par rapport au précédent catalogue astrométrique de Hipparcos, on est quand même à 400 fois plus. Donc malgré ce chiffre qui est quand même un peu fait par rapport à la galaxie, c'est une avancée scientifique énorme. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait Gaïa? Enfin, qu'est-ce qu'il avait envie de faire au départ? Et d'ailleurs, je vais le décliner dans la réalité. Donc, l'objectif, c'était de mesurer pour chaque étoile sa position et sa distance, donc position en 3 dimensions. Donc, ça veut dire faire de l'astrométrie. Voilà. Donc, comme ça a été dit en introduction, l'astrométrie, c'est une branche très ancienne de l'astronomie. Et donc, on est fiers de participer à cette version moderne de l'astrométrie. À bord de Gaïa, il y a aussi de quoi mesurer la lumière. Alors, mesurer la lumière, c'est vraiment un terme très, très large, mais on fait de la spectroscopie large bande. Spectroscopie, spectrométrie, c'est plutôt, en 2 mots, décomposer la lumière dans ses différentes couleurs et analyser en fonction de la couleur quel peut être le type d'astre qu'on voit. Et la photométrie aussi, c'est en gros mesurer la somme de tous les photons qu'on reçoit, toute la lumière qu'on reçoit d'un astre. Donc spectrométrie et photométrie sont souvent très très liés. On mesure aussi avec un instrument particulier les vitesses radiales. Donc j'ai expliqué pourquoi, puisque c'est important d'avoir la vitesse d'éloignement ou de rapprochement d'étoiles. Donc ça c'est la vitesse radiale. Et pour ça, on a besoin d'un instrument particulier qui s'appelle un spectromètre bande étroite. Là aussi, j'expliquerai dans la suite. Et évidemment, le principe de tout ça, puisqu'on fait de la science, c'est d'avoir une précision inégalée par rapport au passé, et notamment une précision bien meilleure que celle de Hipparcos. Voilà, le résultat sur les objectifs, c'est le petit pictogramme qui vous est montré là. Donc c'est 3 paramètres de position, alpha, delta et p. Vous allez voir ce que ça veut dire. Et puis 3 de vitesse. Et si vous avez ça, vous avez en fait l'ensemble de la galaxie en mode 3D dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez faire des études sur le temps avant, après. Et voilà. Et aussi, donc, le petit plus qui est en bas, là, c'est des caractéristiques physiques. On ne va pas faire que de l'astrométrie.
on va commencer aussi à regarder ce que c'est comme étoile ou comme autre chose qu'une étoile. Et puis essayer de caractériser cet astre plus que sous la forme d'une lumière qui nous envoie. Donc voilà pour la mission. Donc là, je vais rentrer un tout petit peu. Alors, ne vous inquiétez pas, cette planche est un petit peu compliquée, mais en fait, tout revient au pictogramme du milieu. Alors, l'astrométrie, c'est mesurer des positions dans le ciel, donc des coordonnées célestes. Tous les astronomes amateurs connaissent le alpha et le delta. C'est l'équivalent dans le ciel d'une longitude et d'une latitude. Donc, tout simplement, Gaïa va faire pareil, mesurer des positions dans le ciel en alpha et en delta. Sauf que, contrairement à son ami, entre guillemets, Euclide, un autre satellite d'astronomie, Gaïa ne va pas faire des photos, il ne va pas ou comme d'ailleurs d'autres satellites connus comme le James Webb, il ne va pas faire des photos, il va faire plutôt du scan. L'avantage de scanner, c'est qu'il va voir tout le ciel, c'est plutôt sympa. Mais l'inconvénient, c'est que on a moins de choses jolies à montrer, comme Euclide ou d'autres. Et l'inconvénient aussi, c'est qu'on ne va pas voir sur notre appareil photo, entre guillemets, un point, mais on va voir un trait, parce que le satellite il est en train de tourner, et il ne voit pas une étoile sous forme d'un point. Voilà, donc, bon, sans rentrer dans les détails, l'objectif, c'est à la fin d'avoir des positions de chaque étoile, donc les fameux alpha et delta. Et si vous mesurez ça plusieurs fois, dans la longue vie du satellite, chaque étoile peut être vue plusieurs dizaines de fois. Si vous faites ça souvent et longtemps, vous obtenez des informations sur la variation de alpha et delta, tout simplement parce que les étoiles dans le ciel, elles ne sont pas fixes, elles bougent. Alors, elles ne bougent pas beaucoup, hein, à l'échelle d'une vie humaine, c'est rien du tout. Mais grâce à la précision de Gaïa, on arrive à mesurer ces variations de alpha et de delta, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, mu alpha et mu delta. Ensuite, alors en haut à droite, vous avez un petit truc qui bouge, hein. Si vous regardez bien sur l'image, il y a deux étoiles qui bougent. En fait, c'est pour illustrer l'effet de la parallaxe. La parallaxe, c'est un peu comme si vous regardiez un objet avec votre œil droit et ensuite avec votre œil gauche. Vous voyez les choses sous un angle légèrement différent. Et si vous êtes un peu malin et que vous arrivez à faire les calculs, vous arrivez à déduire de cette petite variation d'angle, qu'en gros, les deux images là, où on voit les étoiles qui bougent un peu de gauche à droite, vous arrivez à déduire la distance de ces étoiles en faisant une comparaison avec celles qui sont très très loin et qui, elles, ne bougent pas ou presque pas sur l'image. Voilà. Et ça, c'est une mesure de distance par ce qu'on appelle l'effet de parallaxe. Et c'est ce qui donne la troisième dimension. Alpha, delta et la parallaxe, ça vous donne la position d'une étoile, en gros, en 3D. Sauf que pour la parallaxe, on a du mal à faire une mesure de parallaxe qui soit répétitive. Donc, pour pouvoir calculer le sixième paramètre, celui qui va donner la fameuse vue dynamique en 3D dynamique, on va avoir besoin d'un instrument particulier qui s'appelle un spectromètre bande étroite. Et ce spectromètre, il va permettre de déterminer la vitesse radiale, tout simplement par l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est la même chose que quand vous écoutez une ambulance. Si elle arrive vers vous, les ondes qu'elle émet, les ondes sonores qu'elle émet, elles sont déformées, en fait, le son devient plus aigu, parce que le déplacement de la voiture vers vous, enfin de l'ambulance vers vous, va transformer le son. Et de même, une fois qu'elle est passée, vous l'entendez avec un son plus grave, parce que le son est déformé par la vitesse qui cette fois est négative, vitesse radiale d'éloignement du véhicule. C'est pareil pour la lumière. Si vous regardez un type de lumière envoyée par une étoile, vous pouvez voir des décalages des différentes longueurs d'onde, de différentes couleurs de lumière, et si vous mesurez ces décalages, vous arrivez à voir exactement et à mesurer exactement quelle est la vitesse radiale de l'étoile. Donc voilà en gros le sixième paramètre qui est assez compliqué à obtenir parce qu'il nécessite d'avoir un instrument pour lui et il n'est pas possible de le mesurer pour des étoiles trop faibles. On mesure aussi les paramètres astrophysiques des étoiles. Donc ça, c'est les spectres qui sont montrés en bas. Donc le spectre, c'est la décomposition d'une lumière qui vient d'une étoile ou d'autre chose en différentes longueurs d'onde, mais en différentes couleurs, on va dire. Dans les courtes longueurs d'onde, sur la gauche, vous avez le bleu, et sur la droite, vous avez le rouge.
Et puis, par exemple, le spectre bleu, c'est l'étoile Vega, une étoile qui est facilement visible à l'œil nu. Le spectre rouge, c'est une étoile plutôt froide, donc qui met plutôt dans le rouge et dans l'infrarouge. Et le spectre vert, c'est un spectre qui ressemble à celui de notre Soleil. Voilà. Des étoiles que Gaïa a vues en grande quantité. Voilà, et grâce à l'analyse de ces spectres, donc cette fois c'est des spectres large bande, on arrive à déduire des tas de choses sur les étoiles. Alors vraiment, vraiment beaucoup. Déjà, on arrive à déterminer ce que c'est comme astre, est-ce que c'est une étoile, est-ce que c'est une galaxie, un quasar, etc. Ou bien, et aussi des caractéristiques de cet astre, température, type d'astre, type d'étoile, hein, est-ce que c'est une étoile chaude ou pas, et puis aussi sa masse, sa gravité de surface, son âge, le type d'éléments chimiques qu'il y a à l'intérieur, son rayon, enfin voilà, ça c'est vraiment beaucoup de choses qui peuvent se déduire uniquement à partir des spectres. Donc voilà, mais il y a encore un mais, parce que j'ai pas fini. Gaïa scanne le ciel. Alors quand vous scannez le ciel, vous pouvez le faire avec vos yeux, vous allez voir tout un tas de choses. Vous allez voir, évidemment, avec vos yeux, vous allez voir aussi des avions, des choses qui sont dans notre atmosphère. Mais donc Gaïa, lui, il est exempt de ça puisqu'il est dans l'espace. On va voir où d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Mais vous détectez aussi, même en étant dans l'espace, tout un tas d'objets qui sont soit plus près, donc par exemple les objets du système solaire, des objets qui passent dans le champ de Gaïa, mais qui ne sont pas des étoiles. Alors typiquement les astéroïdes, les comètes, mais aussi des lunes de planètes ou des choses comme ça. Donc Gaïa détecte tout ça, et on détecte d'ailleurs énormément. Et puis vous voyez aussi, toujours en scannant le ciel, des choses qui sont beaucoup plus loin que notre galaxie, donc des choses hors Voie lactée, des galaxies externes évidemment, des quasars qui sont des petites galaxies très anciennes mais extrêmement brillantes, et des étoiles de galaxies voisines. Pour nos voisines, les galaxies, les nuages de Magellan ou la galaxie Andromède, Gaïa arrive à voir des étoiles sous forme de points, donc des étoiles individuelles. Donc non seulement Gaïa arrive à voir le fameux milliard d'étoiles de notre Voie lactée, mais aussi dans ce lot-là, des étoiles des galaxies voisines. Évidemment, si vous regardez longtemps et souvent des étoiles, vous arrivez à déterminer si elles sont variables ou pas. Une étoile variable, c'est une étoile qui arrive à avoir une variation de luminosité. Parfois, elle est brillante, parfois, elle est un peu moins brillante, voilà, avec un cycle. Et puis aussi, vous arrivez à avoir des étoiles multiples, mesurer des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, en vérifiant par exemple que leur vitesse radiale, elle est périodique. Et puis celle d'à côté, elle est périodique dans l'autre sens, voilà, par exemple. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment la moisson totale que Gaïa peut récupérer. Toutes ces données sont évidemment disponibles dans les catalogues qui sont publiés à la fin. Voilà. Alors, pour répondre à cette mission, ça c'était vraiment la mission, mais je suis déjà un petit peu rentré dans la manière de faire les choses. On va quand même passer un petit moment à parler du satellite. Voilà. Alors, le satellite, c'est la partie qu'on aime bien au CNES, parce que quelque chose qu'on connaît bien. Le satellite Gaïa, il a une particularité comme ça, il est sous forme c'est comme une sorte de chapeau. Alors tout simplement parce que comme tous les satellites d'astronomie, de science, il a besoin d'avoir une partie qu'on appelle la partie chaude, qui est sous le chapeau, là, qui va être dirigée vers le Soleil, donc notamment avec les panneaux solaires, et puis la partie froide qui va être au-dessus et qui va être, elle, protégée des rayons solaires, parce que quand on fait de la science, on a des détecteurs, et ces détecteurs, il les faut les plus froids possibles pour éviter les bruits thermiques, le bruit électronique. Donc le principe est toujours le même sur le James Webb, sur Euclide, sur Gaïa, toujours pareil, une partie servitude qui a besoin de l'énergie du Soleil, et une partie bien isolée qui fait de la science, et qui, elle, reste le plus possible au froid de l'univers. Voilà. Donc ça fait 3 mètres de haut, 10 mètres de diamètre une fois déployé. Il a été lancé, ça fait 2 tonnes, lancé en décembre 2013 sur une fusée Soyouz, qui d'ailleurs les fusées Soyouz qui ne sont plus actuellement en service à Kourou. Les premières données datent de juillet 2014. Alors vous voyez que ça commence à faire. On va arriver à 10 ans de données de Gaïa, et donc c'est pour ça que nous, en traitement de données, on n'arrête pas, on en reçoit tout le temps. Et puis vous verrez aussi que on en reçoit, mais ensuite, par moment, on retraite toutes les données depuis le départ pour pouvoir améliorer la précision.
Donc la durée de vie initiale était 5 ans, aujourd'hui elle est environ 10 ans. On devrait arriver avoir une fin de vie autour des premier semestre 2025, voilà, selon les calculs. Et ce satellite est en orbite autour du point de Lagrange L2. C'est un point que j'aborderai un petit peu tout à l'heure. Alors, une petite image de l'intérieur du satellite. Quand vous faites de l'astronomie, donc s'il y a des amateurs d'astronomie dans la salle, ils le savent, il faut avoir des choses qui soient stables surtout thermiquement. Si on a un banc optique de l'optique qui se déforme en fonction de la température, vous voyez bien que ça ne peut pas faire des choses très précises. Donc tout ça, tous les instruments sont mis sur une sorte de tore. Vous voyez, c'est un tore un petit peu pas tout à fait rond. Et donc ce tore est construit avec des matériaux qui sont insensibles aux variations thermiques, donc ils ne se dilatent pas, ce qui permet d'avoir des instruments extrêmement stables. Et puis tout ça, c'est mesuré en permanence. Voilà, il y a 2 miroirs primaires qu'on voit sur l'image, qui font 1,50 m x 50 cm environ. La photo de gauche en bas, c'était pendant le Covid, la petite société qui fait ça, qui est basée en Haute-Garonne, donc juste à côté de Toulouse, et était très fière d'aller présenter ses réalisations à l'Élysée, voilà, tout simplement. Donc on ne reconnaît pas hyper bien les gens, mais c'est à l'Élysée. Et le satellite a été fabriqué en région toulousaine, donc avec le plus possible de composants fabriqués localement et surtout en France. Voilà, le plan focal. Alors, tout à l'heure, je disais, Gaïa, il scanne, donc il n'est pas en train de photographier un truc fixe. Qu'est-ce qui se passe? Donc la conséquence, c'est que quand vous êtes en train de photographier et que vous êtes en train de tourner, l'objet sur votre plan focal, sur le détecteur de votre appareil photo, hein, comme si vous preniez votre appareil photo, vous vous amusiez à faire des images en mouvement, ça devient flou, hein, forcément, tout simplement parce que chaque point de votre sujet que vous enregistrez n'est pas enregistré sous forme d'un point, mais sous forme d'un trait. Alors Gaïa, évidemment, est conçu pour ça. Pour lui, c'est pas du flou, c'est exactement son métier. Hein. Et donc, il tire profit, évidemment, de cette manière de scanner. Et donc, vous voyez sur le plan focal, là, tous les carrés bleus sont des détecteurs CCD qui sont dédiés à l'astrométrie. Les deux qui sont un peu rouges et marrons là, sur le milieu droite sont des spectrophotomètres, donc c'est des spectros large bande, ce dont j'ai parlé avant. Et puis les détecteurs de spectromètres qui sont représentés en vert sont les détecteurs de spectro-bandes étroites qui servent à calculer la vitesse radiale. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un plan focal qui est quand même assez compliqué. Donc toutes les images des 2 télescopes de Gaïa tombent sur ce plan focal-là, et ensuite il y a une analyse qui est faite. C'est quand même le plus grand détecteur CCD envoyé dans l'espace, encore aujourd'hui. Il est plus grand que celui d'Euclide pour l'instant, donc ça n'a pas été battu. Donc quasiment 1 milliard de pixels. Oui, sur Gaïa, on aime bien les milliards. Et là, je vais aborder un truc qui est important aussi côté CNES, c'est le mouvement du satellite. Tout à l'heure, j'ai parlé du point de Lagrange L2. Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage et je vais vous faire une petite explication avec les mains. Alors, c'est plus facile quand on est sur place, mais je pense que je vais arriver à le faire avec vous, puisque j'ai aussi avec moi mon petit satellite Gaïa, qui est en Lego, je fais un peu de publicité, et qu'on a monté. C'est un modèle qui est disponible sur le site web de l'ESA. Il suffit d'acheter les pièces et vous pouvez le faire. Donc on reconnaît la forme de chapeau avec ici dessous les panneaux solaires, bon évidemment, hein, ils ne sont pas représentés. Et puis ici les instruments, donc avec une partie, est-ce que je vais réussir à le montrer dans le bon sens parce que je suis à l'envers. Voilà, une partie qui rentre ici, la lumière qui rentre ici, et les deux miroirs qui sont censés être à l'intérieur. Bon voilà, on est sur une maquette en Lego, il ne faut pas non plus trop lui en demander. Voilà, alors pourquoi j'ai sorti cette maquette? Tout simplement parce que je vais vous montrer, j'ai essayé de vous montrer ce qui se passe et expliquer où se trouve le satellite. On va prendre ma main là, ma main fermée, c'est le soleil, on va dire que c'est le soleil. Et le point de Lagrange,
Si je tends le pouce là, on va dire que le bout de mon pouce, c'est la Terre. Le point de Lagrange L2, il est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Donc, il est dans l'alignement. Voilà. La particularité de ce point-là, c'est de tourner avec la Terre autour du Soleil. Voilà, je fais ça exprès. La Terre tourne autour du Soleil, hein, tout le monde le sait, en un an. Donc Gaïa, il suit la Terre autour du Soleil, pareil, en un an. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin, voilà, comme ça. Donc Gaïa suit la Terre autour du Soleil en un an, exactement comme ça. Donc voilà, j'ai fait 6 mois, et je reviens dans l'autre sens. OK. Et donc là, donc voilà pourquoi, quel est l'intérêt de ce point de Lagrange L2? Bah, tout simplement, on peut distinguer très facilement quand on est au point de Lagrange L2, la partie chaude, c'est-à-dire la partie qui regarde la Terre, mais aussi la Lune, mais aussi les planètes internes, genre Mercure et Vénus. Et toutes ces planètes sont des sources de lumière parasite pour Gaïa. Donc le fait d'être comme ça, le dos au Soleil, ça lui permet d'être tranquille. Au moins, ces objets-là ne tomberont pas dans son détecteur. Et toujours dans le même esprit, la partie science, elle est de l'autre côté. Elle regarde le reste de l'univers qui est justement ce qui intéresse Gaïa. Voilà. Donc le principe est là. Et je vais expliquer aussi les différents mouvements du satellite, donc toujours avec les mains. Je vais essayer de le faire le plus possible comme ça, en me reculant. Donc pareil, ma main, ça c'est le Soleil. Donc on va dire qu'on va oublier la Terre 2 minutes. On va dire que le Gaïa, il fait le tour du Soleil comme ça en un an. D'accord? Voilà. Si on restait comme ça, c'est-à-dire si on était dans une configuration idéale, ce qu'on appelle à 0 degré, c'est-à-dire que vraiment l'axe du satellite, il est pointé vers le Soleil. Donc il n'y a pas d'angle entre les deux. Donc on aurait Gaïa tourne sur lui-même en 6 heures, comme ça. Donc on aurait évidemment, dans cette position-là, on verrait les étoiles qui sont plutôt par là, ou plutôt par là, en fait, qui sont dans le plan de cette rotation-là. Donc qu'est-ce qui se passe si par exemple vous avez une étoile qui est juste au-dessus de moi, là, au-dessus de ma tête, là? Ben, on va la voir quand on est comme ça. Ou plutôt une étoile qui est vers vous. On va la voir quand on est comme ça. Et puis 6 mois plus tard, on va la voir aussi. Voilà. Et le problème de ça, c'est que ça suffit pas. On va voir les étoiles que 2 fois par an et c'est pas très bon. Donc on a introduit un troisième mouvement. Donc le premier, c'est la rotation de Gaïa autour du Soleil avec la Terre. Le deuxième, c'est la rotation de Gaïa sur lui-même en 6 heures. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement de précession. Alors c'est là que c'est un peu compliqué. Il faut se dire qu'on n'est pas à 0 degré, mais on est à 45 degrés. On est comme ça. Et cet axe-là, qui est à 45 degrés, voilà, un là et un là, donc ça fait 45 degrés, il a tendance on le fait tourner comme ça. Et on tourne en 2 mois. Donc Gaïa, plutôt que de tourner comme ça autour du Soleil, il va faire une sorte de précession mélangée à un mouvement autour du Soleil. Vous voyez, si je reste à 45 degrés, ça fait à peu près ça. OK? Voilà. Bon, tout ça expliqué avec les mains, c'est pas évident, mais le principe à retenir, c'est que si on n'avait pas cette loi de scan, ces 3 mouvements-là, on aurait un balayage du ciel qui ne serait pas du tout optimal et on ne profiterait pas de l'ensemble de ce que peut mesurer Gaïa. Donc voilà, ces 3 mouvements-là sont importants. Alors pourquoi l'inconvénient de cette précession-là, cette fameuse précession avec un angle de 45 degrés, c'est qu'elle consomme du gaz, qui est un des carburants à bord de Gaïa. Et cette consommation-là, c'est ce qui va causer sa fin de vie, puisque on va arriver au bout du gaz froid qui sert à propulser Gaïa et le maintenir avec sa précession et son altitude. Voilà. Je vais revenir à mes transparents, parce que j'ai assez joué maintenant. Tac. Celui-là, voilà. Alors voilà, revoilà la même chose que j'expliquais, mais en mode slide, en mode planche. C'est peut-être un petit peu moins clair, je ne sais pas. En tout cas, bon, vous voyez le principe. On est vraiment sur 3 mouvements et il est représenté là, j'ai représenté l'angle de précession à 45 degrés.
Ce qu'on peut retenir, c'est qu'au bout d'un moment, ben, on revoit les mêmes étoiles, et c'est pour ça qu'on obtient, enfin grâce à ça, qu'on obtient le fameux chiffre de environ 70 à 80 en moyenne visites d'une même étoile pendant les 5 ans de la vie de base du satellite. Aujourd'hui, on arrive à peu près à 10 ans, donc ça veut dire on a vu à peu près 140 fois en moyenne l'ensemble des étoiles du ciel. C'est en moyenne, parce qu'évidemment, il y en a certaines qui sont un peu mieux placées que d'autres. On les voit plus que d'autres, mais en moyenne, c'est ça. Donc, si vous commencez à imaginer les chiffres, parce que dans Gaïa, on aime bien les gros chiffres, 140 fois 1 milliard, donc ça commence à faire beaucoup de choses. Si vous avez quelques octets sur chacun, et c'est pas le cas, hein, c'est beaucoup plus que ça, imaginez que vous ayez quelques octets sur chaque fois que vous voyez une étoile, bah, multipliez pas ça par 140, multipliez ça par 1 milliard, et vous voyez que déjà rien que ça, vous avez plus la possibilité de le mettre sur un ordinateur normal. Voilà, donc on commence à parler de, de tout ce qui est traitement des données, parce que le traitement des données, vu les volumes qu'on a, c'est très très compliqué et c'est très long. Voilà, je continue avec justement les traitements de données. Alors avant de parler des traitements de données, j'aime bien expliquer un truc tout bête. C'est la chose suivante. Vous avez le satellite Gaïa, le satellite qui fait ces 3 mouvements, comme on vient de les décrire. Et euh, imaginez qu'à un instant donné, il est en train de voir une étoile. Bon, voilà. Donc il est en train de noter, tiens, j'ai un truc qui est en train de passer sur mon plan focal, j'enregistre les différents mouvements, les différentes positions sur les CCD, est-ce que c'est quelque chose de brillant, pas brillant, etc. J'enregistre aussi le temps, la date à bord de cette mesure. Mais là, Gaïa n'a aucune idée de quelle étoile il est en train de voir. En fait, si cette étoile, il l'a déjà vue il y a 6 mois, il y a 1 an ou il y a 2 ans, il n'en sait rien du tout. Tout ça, c'est fait au sol. Donc vous voyez déjà, ça veut dire que quand vous recevez une mesure du satellite Gaïa, et on en reçoit des millions par jour, donc c'est vraiment un truc très très fréquent, hein, il faut commencer par faire ce qu'on appelle le cross-match, c'est-à-dire dire est-ce que cette étoile-là, qui a été vue à tel instant-là par Gaïa, est-ce que c'est une étoile qu'on a déjà vue avant? Est-ce qu'elle est déjà dans les catalogues? Est-ce qu'elle est déjà dans nos bases de données? Donc, j'ai rien que ça, le cross-match, c'est quelque chose qui n'est pas fait à Toulouse, mais qui est fait à Barcelone. Donc, je vais expliquer après le consortium là, qui fait les traitements de données. Rien que ça, vous imaginez un peu la difficulté. Donc, pour faire ces traitements de données-là, Gaïa a été obligé, l'ESA au départ, dans le projet, avait prévu de faire un consortium, donc un ensemble de différentes entités, laboratoires, etc., pour pouvoir faire ces traitements de données. Et aujourd'hui, on est encore là, on est encore en train de faire ces traitements, parce qu'ils sont vraiment très très lourds et très importants, et c'est eux qui donnent la grosse plus-value des données Gaïa, puisque, comme je vous l'ai expliqué, les données brutes, elles ne serviraient pas à grand-chose si on n'avait pas derrière tous ces traitements. Tous ces traitements, eh ben, il a fallu créer le DPAC, donc Data Processing and Analysis Consortium. C'est un consortium européen, puisque là, on parle d'un projet ESA. Hein. L'ESA, c'est l'équivalent du CNES, mais pour l'Europe, donc l'Agence spatiale européenne. Donc la force de l'ESA, c'est d'avoir beaucoup de pays contributeurs et de pouvoir faire des gros projets plus que chaque pays de manière individuelle. Donc un gros projet comme Gaïa, ça a été décidé dans les années 2000 hein, par l'ESA. Et donc ce consortium répond aux besoins de traitement de données Gaïa. Alors, quelques chiffres qui commencent à faire un petit peu, pas peur, mais quelque part qui donnent un peu l'idée des choses. Le consortium, c'est 430 ingénieurs et scientifiques. Donc je parlais des astronomes qu'on fréquente tous les jours. Moi, je suis plutôt dans la catégorie ingénieur. Mais les scientifiques astronomes professionnels, ils sont très nombreux aussi. Tout ça dans 24 pays, essentiellement en Europe, quelques exceptions. Il y a 6 centres de calcul pour tout ça, qui sont spécialisés sur le type de problématiques et de thématiques. En France, on a une partie qui est assez importante, puisqu'on a une centaine de personnes sur le consortium, dans 10 instituts répartis un peu partout en France. Hein. Il y en a à Strasbourg, à Nice, à Paris, à Bordeaux,
à Toulouse, etc. Et nos problématiques, nos thématiques en fait sur les calculs en France, bah, sont les suivantes. C'est les vitesses radiales. Vous avez vu que c'était un truc un petit peu compliqué au niveau technologie, hein. Ça demande beaucoup plus de traitement que les autres. Les paramètres astrophysiques, ça c'est la partie dont je m'occupe particulièrement. Donc déterminer quelles sont les étoiles et quels sont leurs paramètres en fonction de ce qu'on voit et notamment en fonction des spectres large bande. On est aussi responsable de tout ce qui est objet du système solaire, donc avec une grosse équipe d'astronomes spécialisés dans les astéroïdes qui est à Nice, cette équipe. Les étoiles multiples, les objets étendus. Les objets étendus, c'est des objets qui ne sont pas ponctuels. Donc, typiquement, une galaxie pas trop loin, Gaïa la verra comme un objet non ponctuel. Donc pour elle, pour lui, le traitement il sera particulier. Il faudra non pas le traiter comme un point, quelque chose de ponctuel, mais comme quelque chose qui n'est pas ponctuel. Et ça complique beaucoup. Voilà. Je vais focaliser derrière sur une partie du DPAC qui se trouve au CNES, parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe pas très loin d'ici, enfin, en France en tout cas, chez nous. Au CNES, notre partie du DPAC s'appelle le DPCC, donc Data Processing Center CNES, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait nous pour nos calculs scientifiques? On a un cluster dédié. Alors, un cluster, c'est un ensemble d'ordinateurs qu'on a mis tous ensemble, qui sont dans les racks là, que vous voyez sur les images, sur l'image de droite. Des ordinateurs qui sont un petit peu améliorés, mais en fait, ce sont des PC classiques sous Linux, comme on peut avoir chacun, mais un petit peu améliorés. On a 250 serveurs, donc ça commence à faire beaucoup. 6000 cœurs de calcul. 6000 cœurs, c'est enfin, les cœurs de calcul dans un PC standard, là, comme celui que j'utilise actuellement, ou un PC portable classique. Vous en avez entre 4 et 12 ou 16, voilà, ça dépend. Bon, nous, on en a 6000, vous voyez déjà, c'est intéressant. On parle de RAM, donc la mémoire, non pas en gigas, comme sur un PC normal, mais en téra, c'est-à-dire des milliers de gigas. On parle de taille disque, non pas en téra, comme on peut l'avoir nous, sur un PC standard, on a quoi? Un demi, 1 téra, 2 téra. Là, on a des pétaoctets de disques, c'est-à-dire des milliers de téras. Donc, vous voyez que ça donne un peu le tournis, mais c'est un peu la problématique du centre de contrôle, du centre de traitement des données Gaïa au CNES, c'est de gérer les volumes. C'est vraiment très important. Tout ça, ça nécessite une équipe, à la fois pour gérer les codes scientifiques qu'on fait tourner, mais aussi pour gérer les pannes, tout simplement, du cluster. Hein. Avec 250 serveurs, il y a une panne tous les jours en moyenne. Donc il faut vraiment gérer les pannes, gérer les redondances de données pour ne pas perdre des informations. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On est environ 25 personnes en tout. Donc des CNES, mais aussi des sociétés de sous-traitance voilà, qui travaillent avec nous. On utilise des technologies Big Data, hein, ça aussi c'est un terme très à la mode. Nous, on est en production Big Data depuis 10 ans, alors qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui commencent à regarder ça avec un œil de type recherche ou R&D. Nous, on est vraiment en production. On produit des choses avec notre Big Data et ça marche plutôt pas mal. Et il ne faut pas oublier aussi, j'ai parlé de chiffres qui font un peu mal à la tête. Il y a aussi le trafic réseau. Là. On reçoit entre 200 et 3000 gigaoctets par jour de la part du centre principal du DPAC qui se situe à Madrid. Ouais, c'est eux qui ont la base de données centrale. Et puis un chiffre intéressant. Je commence à parler de DR3, Data Release 3. Donc c'est les catalogues de Gaïa qui s'appellent comme ça. Si on avait dû faire tous les calculs qu'on a fait au DPCC, donc au CNES, pour Gaïa, pour la production des données pour la DR3, donc le catalogue numéro 3, ça aurait nécessité, avec un seul PC, environ 460 ans de calcul. Voilà, j'aime bien ce chiffre parce que ça vous permet de bien comprendre que paralléliser, gérer des données, des grandes quantités de données et des grandes quantités de calculs, ça ne s'invente pas. Il faut des technologies qui permettent de paralléliser tout ça. Et sinon, si on n'avait qu'un petit moyen, il faudrait attendre, tout simplement. Donc, c'était hors de question d'attendre 460 ans. Moi, je ne pouvais pas. Voilà. Bon, voilà pour le DPCC. Je vais arriver sur l'avant-dernière partie, la partie où je parle des catalogues. J'en ai déjà un petit peu parlé avant, le catalogue DR3. Je vais un peu rentrer dans le détail.
Et je vais vous montrer déjà cette image, tout simplement la page web où vous pouvez aller pour vous-même interroger le catalogue Gaïa. Alors, c'est quelque chose qui est politiquement un choix de la part de l'ESA. Aujourd'hui, l'ESA paye et l'ensemble des gens qui participent au consortium d'EPAC, ceux qui ont fabriqué le satellite, etc., ont payé pour tout ça. Mais quelque part, cette science, elle est donnée à disposition gratuitement à la communauté. Et voilà, c'est un choix politique qui marche beaucoup parce que vous allez voir les résultats qu'on va voir dans la 5e partie de la présentation. C'est assez impressionnant. Cette stratégie est quand même si elle coûte quelques euros à chaque contribuable européen, elle est quand même assez payante et je trouve assez intéressante. Mais quand même, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en sortant, là, vous pouvez aller voir sur l'archive Gaia. Alors, c'est en anglais, donc vous cherchez sur un moteur de recherche Gaia Archive, et en 2 clics, vous tombez là-dessus. Et puis, vous pouvez vous amuser à faire des requêtes. Alors, typiquement, la requête que vous voyez là, vous donnez un nom d'étoile. Par exemple, Albireo, c'est une étoile connue, une étoile double connue du Cygne. Alors, faut pas mettre des étoiles trop brillantes parce que Gaïa, il aime pas les trucs trop brillants. Lui, il va jusqu'à la magnitude 21. Donc, pour ceux qui font de l'astronomie, c'est vraiment très, très, très faible. Un télescope standard, déjà, à partir de 10, il a du mal. Nos yeux, ils s'arrêtent à 6. Et encore, quand il y a un bon ciel noir. Donc, Gaïa va jusqu'à 21 et c'est une échelle logarithmique. Donc, à chaque fois, vous multipliez enfin, vous divisez la lumière reçue par 2,5. Donc c'est vraiment des étoiles très très faibles. Donc Albireo, elle fait partie des étoiles qui sont relativement brillantes, mais qui sont quand même dans le catalogue Gaïa. Et puis vous pouvez par exemple interroger avec un rayon. Là, vous voyez sur la droite, il y a un radius 40 arcs secondes. 40 arcs secondes, c'est la taille de Jupiter dans le ciel. Et si vous faites cette requête-là, vous allez obtenir 68 résultats en utilisant la catalogue numéro 3, qui est le dernier en date. Donc ça veut dire que pour chaque petite bille de la taille de Jupiter dans le ciel, il y a en moyenne, mais il y en a un peu plus dans d'autres endroits, 68 étoiles. Donc si vous multipliez ça par la taille du ciel, bah, vous obtenez environ 1,8 milliard d'étoiles. Voilà, donc l'objectif c'était 1 milliard, on en est à 1,8 milliard. Et vous pouvez évidemment interroger toute la base de données Gaïa et télécharger 1,8 milliard d'étoiles, mais je vous préviens, ça va mettre longtemps et vous avez intérêt d'avoir un gros disque dur. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie que vous pouvez utiliser. Évidemment, les astronomes professionnels, ils utilisent des requêtes un petit peu compliquées que ce qu'on appelle le cone search, c'est une recherche en forme de cône basée sur un point avec un rayon. Ils utilisent des recherches un peu plus compliquées. Mais l'ensemble des papiers scientifiques dont on va montrer un petit peu les résultats après dans la dernière partie sont basés sur des requêtes de ce type. Voilà. Alors les catalogues, pourquoi je dis depuis le début, peut-être que certains ont remarqué, je parle de les catalogues. Alors les catalogues, pourquoi les catalogues? C'est dommage, on ne pourrait pas en faire un et puis on n'en parle plus. Ben, oui, on pourrait. Sauf que si on devait attendre d'avoir toutes les mesures et ensuite de faire tous les traitements qui vont bien, le dernier catalogue, il est prévu vers 2030. La première mesure a été faite en 2014. Vous imaginez, tout le monde a un petit peu envie d'avoir des mesures Gaïa avant d'attendre 2030. Donc le consortium a pris une stratégie de data release, c'est-à-dire de livraison de données partielle. Et ça a commencé en 2016 par le Gaïa DR1. Et ça s'est continué Gaïa DR2 en 2018, DR3 en 2022, avec une première partie qui avait eu lieu en 2020. Mais bon, tout ça pour dire, petit à petit, on release les données en essayant évidemment de faire le mieux possible en fonction des données dont on dispose. Et par exemple, pour DR3, c'est le graphique de droite, pour le Gaïa DR3, on avait 34 mois de mesure de Gaïa, du satellite Gaïa. Pour le DR4, qu'on est en train en ce moment même de calculer, on aura 66 mois. Vous voyez qu'on a 2 fois plus quasiment de données. Et pour le DR5, le dernier, ce sera quasiment encore le double. Donc là, on a un gros challenge dans les années qui viennent. Il faudra traiter faire autant de calculs, mais avec 2 et 4 fois plus de données pour chaque étoile.
avec dans un planning qui sera exactement le même. Donc c'est assez compliqué pour nous et ça fait partie des problématiques qu'on doit gérer au quotidien. Voilà, mais pour l'instant, vous avez Gaia DR3 à votre disposition. Si vous voulez aller vous amuser à fouiller dedans, n'hésitez pas. Je précise quand même pourquoi c'est intéressant d'avoir plus de mesures, les fameux mois de mesure. Là. Bah, l'exemple, c'est l'exemple typique de la petite courbe que vous voyez en bas, là, au milieu, avec les taches vertes. Si vous mesurez, par exemple, une étoile variable et que vous avez quelques points sur la courbe, ben, ça ne va pas être terrible. Par contre, plus vous aurez de points, plus vous aurez de mesures, et plus vous pourrez mesurer, par exemple, la période de variabilité de cette étoile. Et puis, en science, plus on a de points sur une courbe, et plus les barres d'erreur sont faibles. Donc, c'est quand même bien pratique de se dire, j'ai beaucoup de mesures, j'ai beaucoup de précision. Donc, au fur et à mesure des catalogues, vous voyez que le nombre d'étoiles, 1,7 milliard pour DR2, 1,8 milliard pour DR3, il n'y a pas une augmentation phénoménale, parce que les étoiles, on les a toutes vues depuis bien longtemps. Par contre, on va améliorer les mesures, on va améliorer les précisions, précision de parallaxe, les précisions de alpha, de delta, de mu alpha, de mu delta, etc. On va améliorer aussi la précision des spectres, parce qu'à chaque fois qu'on voit une étoile, on enregistre un spectre. Et puis à la fin, on prend tous les spectres vus de cette étoile-là, on les empile pour faire un spectre moyen, qui est évidemment d'une bien meilleure qualité que l'ensemble des mesures qui ont été faites. Donc, vous voyez que le fait d'accumuler les mesures fait que on obtient des précisions bien meilleures à la fin, et ce qui permet aussi derrière de générer des résultats scientifiques bien meilleurs aussi. Voilà. Et d'ailleurs, ça tombe parfaitement bien, puisque je vais parler des résultats scientifiques. C'est la partie la plus jolie à voir, puisqu'il y a quelques petites animations que je montre. Alors, avant d'arriver aux animations, je vais déjà un petit chiffre. Aujourd'hui, on en est à plus que 10 000 publications scientifiques. Hein, ça, c'était fin 2023, donc il y a probablement encore aujourd'hui encore plus. C'est dans presque tous les papiers d'astronomie, hein, toutes les publications scientifiques commencent par faire une recherche dans Gaia. C'est vraiment une mine d'or. C'est utilisé par des centaines, des milliers de chercheurs. Et aujourd'hui, en quelques années, puisque depuis 2016, la Gaia Data Release 1, ça fait 8 ans, on a accumulé donc, plus de publications scientifiques qui citent Gaia que Hubble pendant 30 ans. Hubble qui est pourtant vraiment une des références admirables de l'astronomie moderne. Donc il y a plus de papiers et donc c'est vraiment une grosse fierté, à la fois pour l'ESA et puis à la fois pour tous les gens comme moi qui travaillons sur ce projet. Alors quelques exemples. Je vais commencer par un petit exemple, donc j'espère que l'animation passe bien. Je vais laisser un peu de silence pour regarder ce qui se passe. Frédéric, tout se passe bien pour l'animation. Ouais. Super, merci. Voilà, et là on arrête le temps, et de nouveau on fait le tour. Voilà, alors peut-être que certains ont remarqué ce que c'est. Tout simplement, je vais remettre l'animation pendant que je parle. Cette animation, c'est une reconstitution de la fusion de deux galaxies. La petite qui est en rouge, là, symbolisée en rouge, hein, les étoiles ne sont pas rouges, hein, c'est vraiment juste pour les reconnaître. Et la grande, la bleue, si vous avez un petit peu suivi mon propos, eh bien, en fait, c'est notre galaxie, c'est notre Voie lactée. Et c'est à partir des données Gaïa qui sont dans l'état qu'on voit là actuellement, des données, des mesures précises, que certains scientifiques, en faisant des requêtes sur la base de données, sur l'archive Gaïa, se sont dit, tiens, oui, c'est curieux, celles qui sont en rouge, là, dans l'état final, elles ne sont pas tout à fait dans le plan galactique, elles ont une teneur en métal qui n'est pas la même que les étoiles de notre galaxie. Ben, voilà, donc là, on est dans l'archéologie, l'histoire de la galaxie directement, on est vraiment dans le cœur du métier de Gaïa. Donc ces scientifiques ont découvert tout simplement la dernière grande absorption de galaxies de notre Voie lactée. Ils l'ont même daté, c'est environ il y a 10 milliards d'années. 10 milliards d'années, ça commence à faire beaucoup, parce que 10 milliards d'années, c'était avant même que le Soleil ne naisse, puisque le Soleil il a environ 4,5 milliards d'années.
Donc, vous imaginez, il y a 10 milliards d'années, voilà, c'est il y a longtemps. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que contrairement à d'autres galaxies voisines, notamment la galaxie d'Andromède, on sait aujourd'hui que la Voie lactée, elle est relativement stable, elle est relativement calme. Il n'y a pas eu de fusion majeure comme celle qu'on voit sur l'animation de notre galaxie depuis cette date-là. Voilà. Donc c'est la dernière grande étape de la formation de notre Voie lactée. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les galaxies, elles se forment par fusion de petites galaxies. Alors, les fusions de galaxies, ça peut faire peur, mais en fait, il y a très peu de collisions d'étoiles. En fait, c'est juste un mélange. Un peu comme si vous preniez des grains de sable de différentes couleurs et vous les mélangez. Il n'y a jamais d'étoiles ou très très peu qui se collisionnent, tout simplement parce que dans le monde qui nous entoure, dans le ciel qui nous entoure, les distances entre les étoiles par rapport à leur taille, elles sont immenses. Voilà. Si le Soleil faisait 1 mètre de diamètre, donc ça c'est un chiffre que j'aime bien citer, l'étoile la plus proche, donc Proxima du Centaure, se retrouverait à 30 000 km. Vous voyez, une étoile de 1 mètre, 30 000 km. Bon, vous pouvez brasser un peu des étoiles, il n'y a quand même pas beaucoup de chances pour qu'elles se rencontrent vraiment physiquement. Voilà, donc ça c'était le premier exemple que je trouve assez révélateur, assez significatif par rapport à la mission Gaïa, puisque en étudiant la position et la nature des étoiles qui nous entourent, ben, on essaye d'en déduire avant tout l'histoire, hein. Comment notre galaxie en est arrivée à l'état qu'on constate aujourd'hui avec les télescopes. Ben voilà, c'est vraiment le cœur de la mission Gaïa que de découvrir ça. Un autre exemple, un peu visuel, voilà. En fait, on s'est aperçu, on parle toujours du plan galactique, on s'est aperçu que le plan galactique, il n'est pas vraiment plan, il est un peu voilé, comme une roue de vélo, enfin une mauvaise roue de vélo. Et cet aspect voilé a tendance à tourner lui aussi sur lui-même. Donc voilà, le petit point jaune, c'est la position du Soleil. Donc j'aime bien cette animation. Alors là, contrairement à la précédente, on ne sait pas pourquoi. Probablement des réminiscences, des conséquences du passé de la galaxie, c'est-à-dire probablement de mini-galaxies qui ont été absorbées. En tout cas, on ne sait pas trop, mais au moins avec, peut-être qu'un jour on l'expliquera, mais au moins avec Gaïa, on a constaté ça. Un autre exemple, alors il n'y a pas d'animation, par contre il y a une très belle photo, qui n'est pas une photo de Gaïa, hein, je précise, parce que Gaïa ne fait pas de photos, mais vous allez voir le sujet, moi je trouve le sujet assez incroyable. Ça c'est une découverte toute récente qui a à peine quelques mois. Certains se sont dit, tiens, je vais regarder dans le catalogue Gaïa, petite interrogation du catalogue, est-ce que je peux déterminer des vitesses d'étoiles qui sont des grosses étoiles très chaudes. Voilà. Donc ils sont amusés à regarder des étoiles qui s'appellent des étoiles de type O et de type BE, donc c'est des étoiles plutôt grosses et plutôt bleues, voilà, des étoiles massives. Et ils se sont aperçus d'un truc assez bizarre, c'est qu'elles ont des vitesses qui sont incompatibles avec la vitesse de rotation de notre galaxie. En gros, ces étoiles, elles sont en train de sortir de la Voie lactée. Voilà, moi, je trouve ça assez incroyable de se dire, oui, il y a des étoiles qui nous entourent, elles sont pas stables dans notre galaxie, elles vont partir de notre galaxie, elles vont quitter notre galaxie. Alors, il y en a peut-être certaines qui sont déjà en train de nous entourer et qui ont quitté. Mais en tout cas, voilà, celles-là, elles sont comme ça. Et donc, l'image que vous avez à droite, c'est Zeta Ophiuchus, là, du Serpentaire. Une étoile que vous pouvez voir avec même à l'œil nu, je crois, c'est magnitude 2,6, voilà. Et elle est en train de traverser un nuage de gaz, et c'est pour ça que ça fait une espèce d'arc, ce qu'on appelle l'arc de choc, et c'est ce qui donne aussi la jolie photo. Voilà. Donc des étoiles qui quittent notre galaxie, voilà, ça on ne savait pas avant Gaïa. Alors là aussi, un exemple assez amusant, je trouve. Imaginez vous habitez dans un immeuble et puis vous connaissez 3 personnes dans l'immeuble, vous avez vu 3 voisins. Et puis un jour, vous avez un détecteur de voisins qui s'appelle Gaïa, et Gaïa vous dit non, vous n'avez pas 3 voisins, vous en avez 30. Waouh! Et là vous dites, ah oui quand même, j'étais passé à côté de paquet de choses. Voilà. En fait, aussi curieux que ça paraisse,
beaucoup d'étoiles qui sont proches de nous n'étaient pas connues avant Gaïa. Et en gros, 90% n'étaient pas connues avant Gaïa. Donc ça fait quand même un choc de se dire, on arrive à détecter des étoiles juste à côté de nous grâce à un satellite qui est censé voir des étoiles assez lointaines. Voilà, donc il y a 74 281 étoiles proches et l'orbite précise pour les 500 millions d'années qui sont dans le catalogue Gaïa et que vous pouvez aller voir. Voilà un autre exemple qui s'appelle, alors nous on appelle l'animation des griffes de chat. Voilà, tout simplement parce que ce qui est représenté sur l'animation, ce sont les trajectoires des étoiles qu'on voit dans le ciel, qu'on peut voir pour certaines à l'œil nu. Donc il y a 40 000 étoiles, donc à l'œil nu on en voit en gros 5 000. Donc 40 000 étoiles qui sont représentées, qui sont à moins de 100 parsecs, donc 300 années-lumière, relativement proches. Et entre elles, c'est 80 000 ans. Vous voyez que certaines bougent assez rapidement. Et si on attendait 80 000 ans, ben, vous voyez que le ciel et les constellations qui sont autour de nous n'auraient pas forcément la même tête. Voilà. Bon, ça, c'est très graphique, mais c'est une illustration de ce qu'on peut faire avec les données Gaïa, puisque le fait de couvrir le ciel entier, ben, le fait de scanner, ça donne cette possibilité-là. Là, on va quitter le monde des étoiles, on va prendre un exemple qui est un peu plus proche de nous, c'est un exemple avec les astéroïdes. Voilà, dans DR2, Datarelis 2, on avait mesuré environ 14 000 objets du système solaire, les fameux SSO. Dans le DR3, on en a mesuré 150 000. Vous voyez que même si ce n'est pas la mission primaire de Gaïa, 150 000 orbites d'astéroïdes mesurées grâce à Gaïa, c'est quand même assez incroyable. Les experts des astéroïdes qui travaillent sur Gaïa, ils sont tout contents, ils sont vraiment ravis d'avoir ce genre d'informations. Mais en plus, on a mesuré aussi les formes, les masses, les compositions. Pour certains, on a mesuré aussi leur spectre, donc le spectre de réflexion par rapport à la lumière du soleil. Donc voilà, c'est vraiment une mine d'or qui est quand même à ne pas négliger. On parle beaucoup des étoiles vues par Gaïa, mais les astéroïdes, c'est très important aussi. Voilà un autre exemple que j'aime bien parce que celui-là, il est assez curieux. Je ne sais pas encore comment les gens qui ont étudié ça ont eu l'idée de faire cette requête, mais c'est quand même assez incroyable. Vu de la Terre, on connaît deux nébuleuses. Là, c'est la photo de gauche, dans la petite bulle. Deux nébuleuses, une qui est symbolisée en bleu et une qui est symbolisée en rouge, qu'on appelle les nuages de Persée et du Taureau. Ces nuages sont dans le ciel relativement proches. Et il y a des gens qui sont amusés à aller interroger le catalogue Gaïa autour de ces nuages-là. Et alors, ils se sont aperçus qu'en fait, ces nuages, ils étaient au sommet d'une espèce de sphère. Évidemment, cette sphère-là, vous voyez le point jaune qui est sur la gauche, là, au milieu de la bulle, ben, il se transforme en trait jaune sur la photo de droite. Puisque si on regarde si on regarde les choses en 3D, ces deux nuages, ils sont pas au même endroit. Ils sont sur les deux sommets d'une sphère. Et nous, on les voit l'un par-dessus l'autre parce qu'on voit la sphère dans cette direction-là. Et à l'intérieur de cette sphère, en fait, il n'y a rien. C'est une cavité, une sorte de bulle géante qui fait 500 années-lumière de diamètre. Voilà, tout à l'heure, j'en ai parlé. Alors, j'en reviens juste tout à l'heure. Voilà. On a 74 000 étoiles proches qui sont dans les 10 parsecs, dans les 30 années-lumière. Donc 74 000 étoiles dans 30 années-lumière. Et là, on parle, j'y arrive, voilà. On parle d'une bulle de 500 années-lumière dans laquelle il n'y a rien. Alors ça, c'est assez étonnant. Donc, cette vue-là n'aurait jamais été possible sans avoir la vue 3D donnée par Gaïa. Et donc, ces chercheurs-là ont découvert ça. Je ne sais pas si l'explication est prouvée, mais en tout cas, leur hypothèse à eux, c'est qu'il y aura eu une explosion de supernova il y a environ 10 millions d'années. Donc, ils chiffrent ça avec la taille de la bulle, au centre de la bulle. Et cette supernova, elle aurait tout évacué autour. Il n'y aurait plus rien, plus gaz, plus rien. Et au sommet autour de cette sphère, donc les deux nuages là, sont tout simplement des résultats du fait que le choc l'onde de choc de la supernova
créent des créations d'étoiles dans ces nuages de gaz. En fait, ils sont un petit peu secoués, et quand on secoue un gaz, il a tendance à s'effondrer sur lui-même, et l'effondrement de gaz sur lui-même, ça crée des étoiles, voilà, tout simplement. Alors encore un petit exemple, puis après je vais m'arrêter, on va pouvoir passer aux questions si vous en avez. Les exoplanètes, on en a aujourd'hui à peu près, on en connaît 5000. 5000, c'est la somme de toutes les exoplanètes qui ont été détectées avec tous les moyens terrestres et non terrestres dont on dispose. À la fin de la mission Gaïa, on pourrait en détecter, on compte sur environ 20 000 nouvelles exoplanètes. Donc, vous voyez que la moisson qui nous attend, alors pour ça on attendra 2030, hein, il faut attendre le dernier catalogue pour justement avoir le maximum de points sur la courbe, hein, un exemple de courbe là qui vous est montré sur la partie gauche. Et la méthode, c'est évidemment la détection d'exoplanètes par transit, c'est-à-dire une étoile qui brille d'une manière standard et qui voit un petit peu sa luminosité baisser de temps en temps quand l'exoplanète passe devant l'étoile. Voilà, c'est ce qu'on appelle un transit. Et c'est la méthode classique pour déterminer des exoplanètes, mais il y en a d'autres. Et vous pouvez voir aussi sur la partie droite, dans le petit encadré vert, le nom de la première exoplanète détectée par Gaïa. Donc elle s'appelle Gaïa DR3 30, 26, 32, 54, etc. Donc vous voyez, ça c'est pas très sympa, mais c'est le nom des étoiles dans Gaïa. C'est moins joli que Albireo ou Sirius, hein, c'est sûr, mais ça permet de nommer assez facilement des étoiles en grand nombre. Donc 1,8 milliard d'étoiles, ça fait beaucoup. Donc les noms d'étoiles dans Gaïa sont une suite de chiffres. Voilà. C'est pas très marrant. Mais donc voilà le nom de la première exoplanète détectée avec Gaïa. Et puis, encore un petit exemple, c'est le dernier. Les nuages de Magellan. Celui-là aussi, je l'aime bien. Les nuages de Magellan, ce sont deux mini-galaxies qui sont proches de la nôtre. Donc ça fait partie de notre petit groupe de galaxies locales avec la galaxie d'Andromède et puis d'autres petites choses. On les voit dans l'hémisphère sud. Donc ceux qui ne sont jamais allés dans l'hémisphère sud, comme moi, n'ont jamais vu les nuages de Magellan, mais c'est pas grave, Gaïa les voit, donc on a les images. Et alors là, il y a quand même des choses assez incroyables. Donc non seulement Gaïa arrive à voir des images de chacune des étoiles individuelles, vous avez à droite les deux images reconstituées d'après les données Gaïa, et les étoiles ne sont pas ponctuelles tout simplement parce qu'on a mesuré, c'est comme sur les cartes avec les cartes de vent là qu'on présente à la météo, c'est des petits traits qui représentent les mouvements des étoiles, et vous voyez clairement que vous représentez la rotation de ces nuages de Magellan extrêmement facilement grâce aux mesures des données Gaïa. Voilà, donc le grand nuage de Magellan à droite, le petit nuage de Magellan sur la photo de gauche, celle qui est au milieu de la planche. On a détecté aussi grâce à Gaïa le pont de matière entre les deux nuages de Magellan, c'est l'image en bas à gauche. Le pont de matière qui est un pont avec des étoiles, du gaz, etc. Donc ces deux mini-galaxies ont forcément été en contact avant. Et alors la nouveauté, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que grâce à Gaïa, on sait que ces deux galaxies-là, elles sont pour la première fois en contact avec notre Voie lactée. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, comme les amas globulaires, par exemple, qui sont des mini-galaxies qui tournent autour du centre de la Voie lactée, on arrive à peu près à savoir combien de fois ils ont fait le tour du centre galactique, combien d'orbites ils ont fait autour de la Voie lactée. Donc on sait qu'ils ont une trajectoire relativement stable, donc ils font partie de notre galaxie maintenant. Grâce à Gaïa, aux mesures Gaïa, on sait aussi que ce n'est pas le cas des nuages de Magellan. Le grand et le petit nuage de Magellan n'ont jamais été en interaction directe avec la Voie lactée, ils n'ont jamais traversé la Voie lactée, etc. Ils ne sont pas en orbite autour de la Voie lactée, ils sont juste en train de tomber sur nous. Un peu comme la galaxie Andromède, hein, qui va nous arriver dessus dans quelques milliards d'années. Elle n'est pas en interaction avec la Voie lactée, mais elle est en train de nous tomber dessus. Voilà, les deux nuages de Magellan, c'est le cas. Et ça, c'est une découverte relativement récente aussi, grâce aux données Gaïa. Donc si un jour vous voyez ces deux mini-galaxies, vous direz, ben voilà, celles-là, elles nous tombent dessus, elles arrivent vers nous, et c'est la première fois qu'elles arrivent. Alors d'où elles arrivent, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. J'en ai fini avec mes exemples, j'en ai fini de parler tout seul devant mon ordinateur.
On va peut-être, si vous en avez, n'hésitez pas à poser des questions et j'essaierai d'y répondre si je peux. Frédéric, c'est Voilà. Audrey. Déjà, on vous remercie Oui. beaucoup pour votre exposé. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup pour votre exposé qui était très riche, très enrichissant et très ludique aussi et qui nous a bien permis de comprendre, je pense, les mouvements du satellite. Et puis en même temps, vous avez su nous donner encore plus l'envie d'aller là-haut. Malheureusement, ça ne sera pas le cas tout de suite, mais avec le tourisme lunaire, pourquoi pas. En tous les cas, je Oui. pense qu'on va avoir quelques questions. Déjà, combien ça coûte un projet comme ça? Ah bah oui. Alors, c'est une bonne question. Les projets spatiaux, en général, sont quelques milliards d'euros. Alors, j'ai pas le prix exact de Gaïa, tout simplement parce que le consortium, typiquement dont j'ai parlé tout à l'heure, bah, c'est une somme de contributeurs qui ne sont pas payants. La contribution du CNES, c'est une contribution en nature. Le CNES a dit, je participe au projet Gaïa et je mets des ingénieurs, je mets des moyens, je mets un cluster de machines. Donc tout ça, personne ne fait la somme de toutes ces contributions qui sont souvent faites en nature. Mais quand même, normalement, un projet spatial, c'est plusieurs milliards d'euros. Alors ça peut paraître beaucoup, mais quand on voit les impacts de Gaïa sur la science, bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même un projet marquant. À titre de comparaison aussi, des projets comme Rosetta, je ne sais pas si vous vous rappelez la sonde Rosetta qui était allée atterrir, ou qui avait envoyé un petit atterrisseur sur une comète. Là aussi, c'était quelques milliards d'euros. Et quelques milliards d'euros, si on ramène ça à l'ensemble de la communauté européenne, ça fait quelques euros par personne. Voilà, donc pour le prix d'un café ou deux, vous arrivez à financer l'ensemble du catalogue Gaïa. Donc merci à tous. Merci. Oui, bonjour. La semaine dernière, on a eu une exposé sur Euclide. Je voulais savoir s'il y avait une coopération particulière avec ce projet entre Gaïa et Euclide, ou vraiment ils se servent dans le catalogue. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Parce qu'ils sont sur la matière noire, la matière sombre, l'énergie. Vous êtes plus localisé sur la Voie lactée, mais enfin, en même temps, à l'extérieur de la Voie lactée, je crois que vous explorez un certain nombre de quasars et autres. Est-ce qu'il y a une... Oui. Oui, alors la réponse est oui. C'est une très bonne question. Alors les interactions avec Euclide, elles sont faites à plusieurs titres, à plusieurs niveaux. Déjà, moi, les collègues CNES qui travaillent sur Euclide, ils sont à quelques bureaux du mien, donc on se connaît bien, on est dans la même structure qui s'appelle Sciences de l'univers. Donc déjà, il y a une collaboration plutôt humaine, une connaissance qui se fait. Mais d'un point de vue technique, vous l'avez très bien dit, on est évidemment fournisseur de données pour Euclide. Et c'est un exemple que j'ai pas cité, c'est un nombre que j'ai pas cité, mais il y a plusieurs millions de galaxies et de quasars qui ont été mesurés par Gaia, avec des données comme des redshifts et autres, qui sont évidemment des entrées de Euclide. Voilà. Donc, autant que faire se peut, évidemment, les gens savent que les données Gaia existent, et si ça peut aider d'autres projets, c'est parfait. Je vais citer un autre exemple, pas forcément Euclide, un exemple de la sonde de la NASA, la sonde New Horizon, qui est passée à côté de Pluton. Elle est allée voir, elle va voir d'autres objets après ça. Et pour pouvoir piloter finement la trajectoire de la sonde, il y a des données Gaia qui ont été sorties en avance de phase, d'ailleurs, avant même que les catalogues soient sortis. On a donné des données en primeur à la NASA pour mesurer les positions des astéroïdes qui allaient être visités et des étoiles qui étaient derrière. Et donc voilà encore un exemple de collaboration qui peut se faire avec les données Gaia. Voilà. Alors il y a des Je vais me collaborations faire... et est-ce qu'on pourrait dire que Gaïa est pionnier dans son domaine? Pionnier, alors je sais pas parce que Gaïa Peut-être arrive. avec la méthode de calcul parallaxe, est-ce que d'autres l'avaient déjà fait ou est-ce que c'est nouveau? Est-ce que Alors la parallaxe en elle-même avait été initiée par Hipparcos dans les années 90. Ça veut dire quoi? Hipparcos, ça veut dire High Precision Parallaxe, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas exactement la chose, mais
En gros, oui, la parallaxe, la précession à 45 degrés, des choses comme ça, avait été déjà fait par Hipparcos. Donc oui, Gaïa est précurseur, enfin, Gaïa est innovant pour certaines choses, mais pas pour tout. Comme tout projet scientifique, il s'appuie sur ses prédécesseurs. Et puis, ben, comme toute mission d'astrométrie, elle s'appuie sur les précédentes missions d'astrométrie, ne serait-ce que pour valider les choses. Vous mesurez des choses, vous avez besoin de vérifier si vos résultats ne sont pas complètement faux. Donc, une des premières choses à faire, c'est d'aller voir les anciens catalogues et de vérifier si vous êtes à peu près cohérent. Voilà. Alors, peut-être que les anciens catalogues étaient faux, hein, et donc, du coup, il faut les corriger, mais au moins, ça fait partie des validations nécessaires pour les données. Donc oui, innovation, mais en même temps, utilisation des anciens projets. Oui, concernant les exoplanètes, est-ce que, il y a quelques années, on avait eu une conférence là-dessus, et celui qui était venu était assez optimiste par rapport en disant, probablement dans 10, 15 ans, on saura si ces exoplanètes qu'on va découvrir sont propices à la vie ou pas, selon qu'on retrouvera par exemple gaz carbonique, oxygène, etc. dans l'atmosphère. Est-ce qu'on a l'impression depuis un certain temps qu'on tourne en rond avec des grosses, des petites, des moyennes, mais des massives, et ne se tombe jamais sur la bonne pour espérer qu'un jour on trouve des conditions favorables au développement de la vie sur cet objet, ces autres objets? Où est-ce qu'on en est actuellement? Alors moi, je suis pas un expert d'exoplanètes, je travaille sur Gaïa, mais je sais qu'au CNES, dans notre structure, là, la partie sciences de l'univers, il y a un projet qui s'appelle Ariel et qui a pour objectif d'aller faire de la spectroscopie sur les exoplanètes. Alors, spectroscopie, pourquoi? Parce que tout simplement, en mesurant les différentes raies de lumière sur des exoplanètes, vous arrivez à voir quels sont les gaz qui sont sur ces atmosphères-là, enfin, dans leurs atmosphères. Et avec les gaz, ben, vous l'avez dit, vous pouvez détecter s'il y a du dioxyde de carbone, s'il y a de l'oxygène, s'il y a des choses comme ça. Donc oui, c'est quelque chose qui va se faire. Mais là, je ne peux pas en dire plus parce que ça déborde largement de l'aspect Gaïa et je ne suis pas hyper compétent sur ce sujet, je vous avoue. Merci. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez une question peut-être là-haut? Et monsieur, on vous a vu. Ce sera au monsieur du troisième rang après. D'abord le monsieur là-haut et puis le monsieur du troisième rang après. Bonjour Monsieur Payet, merci beaucoup pour votre présentation d'une clarté remarquable. Ma question se tournait plutôt sur la fin de vie de Gaïa. A-t-il déjà été imaginé d'utiliser le restant du gaz pour annuler le dernier mouvement pré-récesseur, je crois que c'est ça le terme, de sorte à pré-récession, de sorte à pouvoir toujours obtenir des données, même si c'est en quantité plus limitée, sur le reste de l'expérience, hein. Alors, c'est une question qui est souvent posée à la fin de vie. Alors, malheureusement, ça va être compliqué parce que Gaïa a deux types de carburant à bord. Un qui lui permet de se positionner comme il faut, donc rester au point de Lagrange L2, par exemple. Donc ça, c'est vraiment de la propulsion. Donc on envoie des gaz d'un côté et ça nous envoie de l'autre, hein, tout simplement. Donc ça, c'est le premier type de carburant, ce qu'on appelle les ergols, nous, à bord. Lui, c'est pas lui qui va poser problème. Celui qui va poser problème, c'est celui qui permet de maintenir l'attitude. L'attitude, ça veut dire comment le satellite il est positionné dans l'espace autour de son centre de gravité. Et évidemment, dans cette attitude, on parle aussi de la précession, comme je l'ai décrit. Et là, ben, le problème, c'est qu'un satellite qui n'a plus de maintien d'attitude, c'est impossible de le garder fixe. Parce que forcément, il va y avoir une petite erreur quelque part, il va y avoir un petit truc, une petite pichenette un jour qui va arriver. Donc on ne peut pas physiquement garder un satellite immobile. Donc au bout d'un moment, un satellite qu'on n'arrive plus à maîtriser en attitude, clairement, ça va être quelque chose qui n'est pas utilisable. Donc il y a un petit programme sur lequel planchent les scientifiques, en tout cas ceux qui s'occupent du satellite directement.
qui est comment on va gérer la fin de vie et comment on va utiliser les derniers morceaux, les derniers grammes de ce gaz-là qui permet de maintenir l'attitude pour, premièrement, faire 2-3 petites expériences sur la fin. Et puis, deuxièmement, assurer une fin de vie propre du satellite, c'est-à-dire s'assurer qu'il ne va pas exploser, donc, tout un tas de trucs. Ça, c'est un métier d'ingénieur spatial. Mais non, en fait, malheureusement, ça va être très compliqué de faire de la science avec Gaïa si on n'a pas cette capacité de maintenir l'attitude. Donc voilà, la réponse est claire, on va pas pouvoir le faire. Oui, merci pour votre exposé. Est-ce que vous pouvez nous parler du catalogue des étoiles brunes qu'observe Gaïa, s'il vous plaît? Alors les étoiles brunes, j'ai pas froides, les... si vous voulez, les étoiles les plus froides, Oui, tout à fait. qui sont très difficiles à voir, très difficiles à... Tout à fait. Dans Gaïa, dans le catalogue Gaïa, vous avez un ensemble de paramètres astrophysiques pour chaque astre. Et notamment, si vous cherchez bien dans les tables, dans la base de données Gaïa, vous en avez plusieurs même. Et il y a des modules spécialisés dans les traitements des données Gaïa, qui d'ailleurs ces modules-là tournent au CNES, c'est pour ça que je peux vous en parler, qui sont spécialisés dans les étoiles froides, justement. Donc c'est des modules qui sont basés sur de l'intelligence artificielle, qui sont entraînés offline, qui sont entraînés chez les scientifiques, et qui ensuite font les calculs, pour lesquels les calculs massifs sont faits au CNES, sur le cluster de Gaïa. Donc oui, il y a énormément d'étoiles froides dans le catalogue. Et donc, si vous voulez vous amuser à faire une recherche de toutes les étoiles de température pas inférieure à 3000 degrés, 2500, c'est tout à fait le cas. Et vous aurez même des critères de qualité qui ont été publiés, ce qu'on appelle des flags, qui vous diront ça c'est un bon calcul, ça c'est un moins bon calcul. Et si vous voulez que des trucs de bonne qualité, vous pouvez faire un filtrage là-dessus. Donc oui, il y a énormément. Alors, j'ai pas de chiffres en tête parce que dans Gaïa, il y a beaucoup de chiffres. Je les ai pas tous dans la tête, mais il y a beaucoup d'étoiles de très très froides qui sont dans le catalogue Gaïa. Voilà, ça fait partie des choses. Et l'interrogation de la base de données Gaïa peut se faire sur le critère de la température de surface. Donc, vous pouvez sélectionner vos étoiles, celles qui sont très très chaudes et très massives, ou celles qui sont de type étoile brune ou étoile rouge très foncé, disons. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, parfaitement. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Je voulais simplement vous demander, est-ce que les objectifs de Gaïa sont tout à fait différents des objectifs du télescope James Webb? Est-ce qu'ils sont complémentaires? Voilà. Alors, vous avez trouvé le mot qui va très très bien, complémentaire, parce que en fait, entre projets scientifiques, il n'y a pas vraiment de concurrence. On peut toujours comparer, mais on compare toujours en se disant un a tels avantages et l'autre a tels avantages. C'est une comparaison amicale. Les James Webb, ils fonctionnent c'est un appareil photo. C'est-à-dire que vous le mettez sur un endroit du ciel, vous lui dites, en utilisant les petits gaz froids qui va bien, vous lui dites reste là, reste sur ce sujet-là et t'en bouges pas pendant des heures. Au bout d'un moment, tu auras suffisamment de photons sur ton détecteur pour que ça fasse une image et puis qu'on puisse faire de la science avec. Bon. Mais s'il y a un truc qui se passe juste à côté qui est hyper intéressant, James Webb ne le verra jamais. Donc voilà, on est déjà sur deux problématiques différentes. Gaïa, lui, c'est l'inverse. On ne va pas lui dire pointe là ou pointe là, on va lui dire juste tu scannes tout. Et l'avantage de Gaïa, donc, c'est que dans son catalogue, il va voir toutes les étoiles qui nous entourent, alors que James Webb, il va voir que les étoiles sur lesquelles on lui aura dit va voir ça. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas de concurrence à avoir. C'est vraiment deux modes d'observation du ciel qui sont complètement complémentaires. Si vous avez un objectif de faire un catalogue, c'est-à-dire de faire un catalogue, c'est quelque chose qui répertorie. Quand vous prenez le catalogue de Flamsteed, qui avait fait un des premiers à faire un catalogue d'étoiles, catalogue papier, avec des dessins, etc., vous avez quelques milliers d'étoiles qui sont dessinées à la main. Et l'objectif de ce truc, c'était de répertorier l'ensemble.
il aurait semblé un petit peu incongru de cataloguer que la grande ours ou la petite ours dans le ciel. Donc l'objectif d'un catalogue, c'est vraiment une vue d'ensemble. Alors que l'objectif d'un James Webb, c'est une vue sur des endroits que les scientifiques ont demandé à visiter parce que ça leur semble des endroits intéressants. Voilà. Et donc, dans les deux cas, on fait de la science avec ça et charge aux scientifiques de prendre ce qui les intéresse le mieux. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas rare d'avoir des papiers qui font référence aux deux. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, mesdames? Alors moi, j'en ai deux encore. Je suis désolée. Oula, d'accord. Oula. Non, non, tout va bien. Simplement, on a un catalogue 1, 2, et là, on en est au catalogue 3. On a une prévision pour catalogue 4 et catalogue 5. Est-ce qu'après le catalogue 5, il y a un catalogue 6 aussi, ou est-ce que le satellite redescend? Alors, il y a plusieurs questions intéressantes là-dedans. Oui. Alors déjà, le catalogue 5, pourquoi on s'arrête au catalogue 5? Tout simplement parce que on aura obtenu toutes les données du satellite. Parce que, comme je l'ai dit, on va s'arrêter de mesurer. Donc au bout d'un moment, toutes les données vont être récupérées au sol, et puis le satellite ne nous enverra plus de données. Donc à partir de ce moment-là, on va dire, on prend toutes les données, on applique les algorithmes scientifiques, on fait par exemple les recherches sur les étoiles froides, des algorithmes particuliers sur les étoiles froides, d'autres sur les astéroïdes, d'autres sur les étoiles chaudes, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait un joli catalogue, hop, et on le met à disposition des scientifiques. L'intérêt de faire plusieurs catalogues, là, le DR1, DR2, DR3, DR4, c'était que on utilisait les données dont on disposait à l'instant T, alors que pour le catalogue DR5, on aura l'ensemble des données. Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, un catalogue 6 n'a pas d'intérêt, à moins que il y ait des choses qui soient des algorithmes qui s'améliorent ou des gens qui aient des nouvelles idées pour traiter les données et qui permettent d'avoir des résultats meilleurs. Voilà, c'est l'éventualité de ça. Mais ça s'appellera plus DEPAC, ça s'appellera un autre consortium. Le consortium DEPAC, donc celui qui est chargé de faire les traitements Gaïa, il va s'arrêter en 2030-2031 avec le catalogue 5. Voilà. Et il y avait un autre aspect de la question qui est très intéressant. Est-ce que le satellite va redescendre? Alors là, c'est un aspect spatial que je connais particulièrement. Le problème, c'est qu'au point de Lagrange L2, vous êtes à 1,5 million de kilomètres de la Terre. 1,5 million, c'est 4 fois la distance Terre-Lune. C'est trop loin. C'est pas une fin de vie d'un satellite qui est en Lagrange 2. Il va pas redescendre sur Terre. Il va rester dans l'espace. Ça va devenir un débris, entre guillemets. Voilà, ça fait partie des stigmates de l'exploration humaine. On laisse des débris. Alors, j'ai dit tout à l'heure, à la fin de vie, on va essayer de faire que ce débris-là ne soit pas dangereux, qu'il n'explose pas en faisant plein de petits débris, mais qu'il reste un joli débris bien propre, bien sage. Ça reste un débris. Et puis ce débris-là, c'est un débris quand même. Oui, j'en conviens, tout à fait. Et ce satellite hors d'usage va se mettre en orbite solaire, c'est-à-dire qu'il va sortir du point de Lagrange L2, il va pas aller gêner les copains qui sont encore là-bas. Il va sortir du point de Lagrange et il va se mettre en orbite autour du Soleil, tout comme la Terre, mais un tout petit peu plus loin. Voilà. Ce qui est considéré comme un danger très très faible. Voilà. Si on était autour de la Terre, c'est-à-dire dans les orbites basses, quelques milliers de kilomètres d'altitude, entre 300-400 km et quelques milliers, là, la problématique est très différente. Pour les fins de vie de satellites, on préfère plutôt les désorbiter, c'est-à-dire les faire rentrer sur Terre, plutôt que de les laisser dans l'espace, où le risque de collision est très très fort. Voilà. Ça dépend vraiment de là où on est. Il y a aussi le cas des satellites géostationnaires. Ceux-là, on considère que l'orbite cimetière, c'est-à-dire la fin de vie, elle est plutôt un peu plus haut que l'orbite géostationnaire. Donc on les monte un tout petit peu, on utilise un peu de carburant pour les monter, et on les laisse tranquillement là. Et normalement, compte tenu des distances, il n'y a pas de souci. Voilà, mais on est évidemment dans une problématique de gestion du risque. Le risque zéro n'existe pas. On fait des débris, ça c'est une évidence.
Derrière, pour ces débris, on essaye de les gérer de manière la plus propre possible. D'ailleurs, la loi française à ce sujet est une des plus restrictives du monde. Il y a une loi qui s'appelle la LOS, la loi des opérations spatiales, qu'on applique sur tous les projets du CNES et qui permet de gérer justement, donc premièrement, faire moins de débris et deuxièmement, si on en fait, faire le moins de danger possible avec ces débris à la fin. Et il y avait une deuxième question. Oui, il y a une deuxième question, Non. effectivement, sauf s'il y a d'autres questions du public. Alors, je vais poser quand même ma question avant. Non, je vous laisse Ok. la parole et puis la mienne, je la poserai à la fin. Oui, bonjour, je voulais savoir s'il y a un troisième projet, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, Gaïa, c'est la V2 finalement du premier projet. Est-ce qu'ils sont en train de préparer un futur Gaïa? Alors, c'est une excellente question qui est souvent posée et qui est vraiment très, très, très pertinente. Déjà, un premier chiffre que je peux vous donner, le catalogue Hipparcos, il a été traité en plusieurs fois. Donc, il y a des gens qui se sont dit, tiens, je vais reprendre toutes les données Hipparcos, je vais les retraiter. Et au lieu d'avoir 100 et quelques mille résultats, j'en obtiendrai 1 million ou 2 millions. Voilà, il y a eu 3 versions de catalogue Hipparcos. Donc, vous pouvez toujours avoir des gens qui vont se mettre à retraiter les données Gaïa ou alors aller chercher des données dans le catalogue Gaïa que personne n'a eu l'idée de chercher avant. Et ça, le chef du DEPAC, donc la personne qui est à la tête du DEPAC, Anthony Brown, il dit lui-même qu'il y en a pour plusieurs dizaines d'années. Donc déjà, si vous considérez les données Gaïa et le catalogue actuel, il y a encore du boulot pour longtemps. Bon, ceci dit, la question est quand même très très pertinente puisque il est question, mais c'est vraiment encore un truc dans les cartons, même pas dans les cartons, dans l'esprit de certaines personnes, de faire un autre Gaïa et d'utiliser la même technique que James Webb, c'est-à-dire de regarder dans l'infrarouge. L'avantage de l'infrarouge, c'est que ça vous permet de regarder plus loin, d'être moins dépendant des poussières et des gaz, et donc de détecter bien plus de choses. Et en plus, dans les spectres infrarouges, comme la question sur les naines brunes était un peu liée, dans l'infrarouge, on voit beaucoup plus de choses sur les objets froids. Et Gaïa, il est relativement limité parce que lui, il regarde dans les gammes de longueur d'onde visibles, donc la même que nos yeux. Et donc, faire un Gaïa infrarouge, ça serait un truc intéressant. Voilà. Par contre, il faut aussi voir les ordres de grandeur. Gaïa, ça a été imaginé à la fin des années 90. Aujourd'hui, on est en 2024. On parle d'un catalogue 2030 et on parle peut-être d'une exploitation du catalogue Gaïa jusqu'à 2040, 2050 ou autre. Vous voyez que les ordres de grandeur sont quand même assez loin. Alors imaginez qu'on décide aujourd'hui d'un nouveau Gaïa infrarouge. Bah, peut-être qu'il arriverait en service en 2050 et qu'on aurait les premiers catalogues en 2060. Voilà, donc bon, ça nous emmène un peu loin. Et aujourd'hui, c'est vraiment c'est une excellente question. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il faut aussi accepter les financements. Des tonnes de projets très intéressants au niveau scientifique. On ne peut pas mettre des milliards d'euros dans toutes les idées, toutes les bonnes idées, même si c'est pour faire de la science, parce que derrière, voilà, ça fait de l'argent. C'est de l'argent pour de l'argent du grand public. Hein, c'est notre argent à tous. Donc le Gaïa infrarouge, pour l'instant, c'est encore une idée. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Messieurs, dames, une autre question? Alors donc, une dernière question, qui est celle-ci. En fait, tout à l'heure, vous nous avez montré une photo de quelques ingénieurs. Et Oui. dans cette photo, on a vu des hommes, bien sûr. On en voit souvent dans le domaine de l'astro, mais en même temps, on a vu des femmes ingénieurs. C'est-à-dire que le métier s'ouvre de plus en plus aux femmes. Ça veut dire que les femmes sont de plus en plus acceptées dans des milieux d'hommes, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de vocations scientifiques des femmes? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors je peux en parler. Alors déjà, je précise, les femmes ont toujours été acceptées dans le milieu scientifique. Au niveau vocabulaire, il faut être précis. Hein. C'est simplement qu'il y en a statistiquement moins, parce qu'il y a moins de vocations pour les femmes pour faire des études scientifiques. Voilà. Alors je sais pas, je ne suis pas ni psychologue ni sociologue. Je ne sais pas quelle est la raison exacte, mais bon, c'est vrai que
c'est pas la peine d'aller loin. Prenez une école d'ingénieur, vous voyez que vous aurez entre 10 et 20% de femmes. Par contre, vous regardez une classe de terminale, les meilleurs, souvent en sciences, il y a au moins la moitié des meilleurs qui sont des filles en terminale. Et donc, c'est vrai que c'est un peu curieux. On se dit, mais elles sont passées où? Qu'est-ce qu'elles font entre-temps? Donc, oui, c'est dommage. J'aime bien montrer la photo et je suis assez content que vous ayez remarqué. Une photo avec beaucoup de femmes, c'est une fierté parce que dans une équipe, c'est normal et c'est important d'avoir une certaine mixité. Et je vais même aller encore plus loin. Je montre quand je vais dans des écoles, ça m'arrive assez souvent, une photo de mon ancien projet, le projet ATV, dont je parlais tout au début. Et c'est pareil, je montre ça aux collégiens, aux lycéens. Puis je leur dis, qu'est-ce que vous remarquez? Et j'espère qu'au bout d'un moment, il y en a un ou une qui remarque, ah ben monsieur, il y a plein de filles sur la photo. Ben oui, voilà. Contrairement à ce qu'on voit et ce qu'on a un peu dans l'imaginaire collectif, la science, c'est aussi pour les filles et il n'y a aucune raison. La chef de projet Gaïa aujourd'hui, et c'est une femme, la responsable des opérations Gaïa, c'est une femme. Voilà, c'est pas parce que moi je suis un homme que dans l'équipe, il n'y en a pas. Et effectivement, c'est important de montrer l'aspect humain des choses. Et aussi, une dernière chose que j'aime bien préciser et qui est importante, ça fait partie de la communication du CNES que d'encourager ce genre de vocation. Donc, il y a des actions qui sont menées vers tout public, et ça commence même chez les primaires, en disant, les filles, vous avez un cerveau qui marche très bien, comme celui des hommes, et peut-être même des fois mieux. Donc, allez-y, go, c'est le moment. Si ça vous plaît de faire de l'astronomie, si ça vous plaît de faire de l'informatique, si ça vous plaît de faire du calcul de propulsion d'un satellite ou de la mécanique sur un satellite ou même de l'informatique liée à ça, allez-y, c'est le moment. Il y a des places, il y a du boulot pour vous et puis tant mieux. Donc voilà, c'est effectivement un monde qui reste encore assez masculin, mais le CNES fait d'énormes efforts pour qu'il y ait plus de monde, plus de femmes dans les carrières scientifiques et aussi au CNES d'ailleurs. Le CNES a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour favoriser les carrières des femmes. Voilà, donc c'était une très bonne question. Merci. Je pense qu'on se l'a posé tous, l'OSE peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, merci pour votre réponse et puis plus globalement, merci beaucoup pour votre exposé. Je pense qu'on peut réapplaudir Frédéric. Merci beaucoup pour votre présence ce soir et merci également à nos partenaires Terre des Sciences, Ciel d'Anjou, ESEO Curiosity, l'ESCA et le LPG de Nantes. Merci également et surtout également à notre cher public qui est toujours fidèle et qui nous rejoint tous les mercredis soirs. Et en parlant de mercredi soir prochain, nous ferons un ciné-débat avec un astrophysicien de l'Institut d'astrophysique, n'est-ce pas, spatial de Paris. Donc, nous aurons également un philosophe qui nous enverra vers les hauteurs. Il n'y a pas que l'astro, hein, Frédéric? Et puis également le réalisateur du documentaire L'Appel des Origines, le Big Bang, l'Appel des Origines, puisque c'est le titre du documentaire que nous verrons la semaine prochaine. Merci à tous, merci également à Frédéric Payet pour votre présence ce soir et pour toutes ces connaissances qui nous ont bien enrichis et on va faire de beaux rêves ce soir. Merci à tous et belle soirée.